À travers les siècles, les hommes ont formé des concepts dans le but de contrôler et limiter l'exercice de la gouvernance de l'État. Et l'État, avec l'aide de ses alliés intellectuels, a détourné ces concepts pour légitimer et rendre vertueux ses décrets et actions. Les rois ont transformé le concept de souveraineté divine en approbation divine de toutes les actions des rois. Le concept de parlementaire démocratique a commencé comme un contrôle populaire sur la gouvernance monarchique absolue. Ça s'est terminé avec le Parlement comme l'essentielle partie de l'État et tous ses actes comme complètement souverains. Comme le conclut de Jouvenel, bien des auteurs de théories de la souveraineté ont eu l'un ou l'autre de ces desseins. Mais il n'est aucune d'elles qui, enfin, lentement ou rapidement détournée de son intention première, n'ait renforcé le pouvoir en lui fournissant la puissante assistance d'un souverain invisible auquel il tendait et réussissait à s'identifier. Un des concepts les plus répandus et ambitieux dans le monde pour imposer des limites à l'État est la création d'une constitution. Dans cette constitution, les limites écrites imposées au gouvernement sont des lois fondamentales que seul un corps judiciaire supposément indépendant des autres branches du gouvernement est capable d'interpréter. Mais comme les autres concepts, l'État a largement transformé l'examen judiciaire, censé être un outil le limitant, en un nouvel instrument fournissant une légitimité idéologique des actions du gouvernement. Car si un décret judiciaire déclarant une inconstitutionnalité est un puissant frein au pouvoir du gouvernement, un verdict implicite ou explicite de constitutionnalité est une arme puissante pour promouvoir l'acceptation publique du déjà très grand pouvoir gouvernemental. Comme le professeur Black l'a dit dans une analyse de la Constitution américaine et son système judiciaire dans The People and the Court, tout gouvernement a un cruel besoin de légitimité, signifiant l'acceptation de la majorité du gouvernement et ses actions. En d'autres termes, le gouvernement a besoin d'assurer le public que ses pouvoirs grandissants sont constitutionnels. Le professeur conclut que cela a été la majeure fonction historique de l'examen judiciaire. Laissons Black illustrer le problème. Le risque suprême pour le gouvernement est celui de la désaffection et un sentiment d'indignation largement répandu dans la population et de la perte de l'autorité morale de l'État en tant que tel, quelque temps que dure son soutien via la force ou l'inertie ou l'absence d'une alternative attrayante et immédiatement disponible. Presque tout le monde vivant sous une administration au pouvoir limité doit tôt ou tard être soumis à une action étatique ou formellement interdite au gouvernement. Un homme est appelé sous les drapeaux bien qu'il ne trouve rien sur sa mobilisation de la Constitution. On dit à un agriculteur combien de blé il peut récolter, il croit et découvre que des avocats respectables croient avec lui que l'administration n'a pas plus de droit de dire combien de blé il peut cultiver que de dire à sa fille qui elle peut épouser. Un homme est envoyé au pénitencier fédéral pour avoir dit ce qu'il voulait, et il fait les 100 pas dans sa cellule en récitant « Le Congrès ne fera aucune loi restreignant la liberté d'expression ». On dit à un homme d'affaires ce qu'il peut et ce qu'il doit demander pour se procurer du petit lait. Le danger de l'État apparaissant comme dépassant ses limites et ses pouvoirs est évité lorsqu'il propose qu'une agence doit avoir la décision ultime concernant la constitutionnalité des lois et que cette agence doit faire partie du gouvernement. C'est pourquoi le système judiciaire fait partie de l'appareil du gouvernement et est nommé par les branches exécutives et législatives. Black admet que cela veut dire que l'État s'est positionné comme juge de sa propre cause, enfreignant un principe fondamental judiciaire pour arriver à des décisions justes, même s'il nie paradoxalement la possibilité de toute alternative. Un bon exemple de la justice donnant légitimité aux actions du gouvernement qui sont désapprouvées par la plupart des citoyens est le célèbre conflit entre la Cour suprême et le Nouvel Accord. Grâce, ou plutôt à cause de sa décision, la Cour suprême a fait taire la grande partie d'Américains qui avaient des fortes objections constitutionnelles contre le Nouvel Accord, le rendant donc légitime. John Calhoun reconnaissait le vide juridique dans une limite constitutionnelle du gouvernement en plaçant le pouvoir ultime d'interprétation dans la Cour suprême. Dans sa disquisition, il démontra la tendance intrinsèque de l'État de se défaire des limites d'une telle constitution. Une constitution écrite a certainement de nombreux et considérables avantages, mais c'est une grave erreur de supposer que le simple ajout de dispositions pour restreindre et limiter le pouvoir de l'administration, sans vérifier ceux dont la protection est ajoutée avec les moyens d'en imposer le respect, sera suffisant pour empêcher le parti principal et dominant d'abuser de ses pouvoirs. Étant le parti contrôlant le gouvernement, ils seront, à partir de la même réalité de l'homme qui rend un gouvernement nécessaire pour protéger la société, favorables au pouvoir conféré par la Constitution et opposés aux restrictions destinées à les limiter. Le parti minoritaire ou le plus faible, au contraire, prendrait la direction opposée et les considérerait comme essentiels à la protection contre le parti dominant. Mais là où il n'y a aucun moyen pour qu'ils contraignent le parti majoritaire à respecter les restrictions, le seul recours leur restant serait une construction stricte de la Constitution, à quoi le parti dominant opposerait une construction lâche. Ce serait construction contre construction, l'une contractant et l'autre élargissant au maximum les pouvoirs du gouvernement.
Mais de quelle utilité pourrait être la construction stricte du parti minoritaire face à la construction lâche du parti majoritaire, alors que l'un aurait tout le pouvoir du gouvernement pour mener à bien sa construction? Dans une course aussi inégale, le résultat ne ferait pas de doute. Le parti en faveur des restrictions serait surpassé, la fin de la course serait la subversion de la Constitution, les restrictions seraient finalement invalidées et le gouvernement converti en un pouvoir illimité. Dans le système américain, le professeur Alan Smith, un scientifique politique, remarquait que si le gouvernement fédéral avait été créé pour contrôler les invasions de la liberté individuelle par les États séparés, la question se posait sur qui devait contrôler le pouvoir fédéral. Selon lui, il est implicite dans l'idée de la Constitution qu'aucune branche du gouvernement ne possède l'ultime pouvoir d'interprétation. La solution proposée par Calhoun était la doctrine de la majorité concurrente. Si toute minorité considérable dans le pays, particulièrement un État gouvernemental, croyait que le gouvernement fédéral dépassait ses pouvoirs et empiétait sur ceux de cette minorité, la minorité avait le droit de veto cet exercice du pouvoir comme étant inconstitutionnel. Cela signifie que l'État a un droit de nullification, c'est-à-dire qu'il peut nullifier une loi ou un jugement fédéral qui fait partie de sa juridiction. Mais Rothbard s'interroge. Pourquoi s'arrêter aux États? Pourquoi les comtés, villes et circonscriptions n'auraient pas le droit à ce pouvoir de veto? D'autant plus que les intérêts ne sont pas que sectionnels, mais aussi occupationnels, sociaux, économiques, etc. Pourquoi les boulangers et les chauffeurs de taxi, ou n'importe quelle autre occupation n'auraient-ils pas le droit de veto sur leur propre vie? Encore une fois, le droit de nullification, qui est censé être un concept limitant le gouvernement, n'est utilisable que par le gouvernement lui-même. Mais n'oublions pas que ces États, fédéraux ou pas, ainsi que leurs branches respectives, sont guidés par leurs intérêts étatiques. Qu'est-ce qui empêche les États, à l'inverse, de tyranniser leurs citoyens et de veto le gouvernement fédéral lorsqu'il essaie d'intervenir, ou de s'allier au gouvernement fédéral pour exploiter les citoyens? Pour faire simple, Calhoun ne pousse pas son raisonnement jusqu'au bout. Il ne le pousse pas jusqu'à l'individu lui-même. Après tout, si l'individu est celui dont les droits doivent être protégés, il serait logique que tout individu ait ce droit de veto, ce qui reviendrait à un principe d'unanimité. Et puisque le droit de nullification d'un État implique logiquement son droit de sécession, un droit de nullification individuelle impliquerait le droit de chaque individu de faire sécession de l'État sous lequel il vit. Il est donc évident que toute tentative de limiter l'État est vaine. Il est aussi évident que l'État, vivant de la confiscation compulsionnelle du capital privé, et son expansion impliquant nécessairement de plus en plus d'incursions sur les individus et entreprises privées, est profondément et intrinsèquement anticapitaliste. L'État, qui est l'organisation des moyens politiques, est finalement la source de la classe dirigeante, et est en opposition permanente de l'authentique capital privé. Comme disait de Jouvenel, il faut ne rien connaître que son propre temps, tout ignorer du comportement millénaire du pouvoir, pour ne voir dans ses opérations que le fruit de certaines doctrines. Ce sont des manifestations normales du pouvoir, point différent dans leur nature de la confiscation des biens monastiques par Henri VIII. Le principe en est le même. Appétit d'autorité, soif de moyens. Et les mêmes caractères apparaissent dans toutes ces opérations, y compris l'élévation rapide de profiteurs des dépouilles. Socialiste ou non, le pouvoir doit nécessairement lutter contre l'autorité capitaliste et dérober la substance accumulée par les capitalistes. Il suit en cela sa loi propre. L'État craint avant tout toute menace fondamentale à son propre pouvoir et sa propre existence. Les deux principales façons par lesquelles l'État peut mourir sont la conquête par un autre État, autrement dit la guerre, ou un coup d'État par ses propres sujets, en simple, la révolution. Ces deux menaces poussent les chefs d'État à propager leur meilleure propagande à travers le peuple, dans un effort de mobiliser les gens à venir en aide à l'État dans l'illusion qu'ils se défendent eux-mêmes. Par exemple, l'enrôlement des citoyens dans l'armée, même contre leur gré. La guerre permet aussi à l'État de pousser son pouvoir au maximum sous les prétextes de défense et d'état d'urgence, ce qui lui donne l'opportunité d'imposer une tyrannie sur le public qui aurait pu être ouvertement résisté en période de paix. Cela ajouté à la possibilité d'étendre son territoire, la guerre est très profitable à l'État. Démontrons maintenant que l'État tient infiniment plus à se protéger qu'à protéger ses sujets. Quelle catégorie de crimes l'État poursuit et punit-il le plus intensivement? Ceux contre les citoyens privés ou ceux contre lui-même? Voici une liste non exhaustive des crimes les plus graves dans le lexique de l'État. Trahison, désertion, échec d'enregistrement pour l'enrôlement, subversion et tentative de subversion, assassinat d'un chef d'État, contrefaçon de la monnaie de l'État ou évasion fiscale. Ou comparer tout simplement le degré de zèle dévoué à la poursuite d'un homme qui agresse un policier avec l'attention que porte l'État à l'agression d'un citoyen ordinaire. Combien de fois avez-vous vu ou entendu parler de bandits relâchés sans même avoir comparu devant la justice, ou de violeurs s'en sortir avec 2 ans de prison ou moins? Ce gang est quasi immunisé contre toute sanction. Ses pires extorsions, même lorsqu'elles sont pour le strict profit privé, n'entraînent aucune sanction certaine selon nos lois.
Depuis les premiers jours de la République, moins de quelques douzaines de ses membres ont été destitués et seuls quelques obscurs sous-fifres furent mis en prison. Le nombre d'hommes emprisonnés à Atlanta ou Leavenworth pour s'être révoltés contre les exactions étatiques reste encore 10 fois supérieur au nombre de responsables étatiques condamnés pour avoir opprimé les contribuables à leur propre avantage. L'histoire de l'humanité, surtout son histoire économique, peut être considérée comme un concours entre les deux interrelations mutuellement exclusives et fondamentales entre les hommes, la coopération pacifique ou l'exploitation coercitive. La première est appelée pouvoir social et la deuxième pouvoir étatique par Albert J. Nock. Le pouvoir social est le pouvoir de l'homme sur la nature, sa transformation coopérative des ressources naturelles et sa compréhension des lois de la nature au profit de tous les individus participants. Le pouvoir étatique est la saisie coercitive et parasite de cette production au profit des dirigeants antiproductifs. Maintes et maintes fois à travers l'histoire, chaque avancée sociale, économique, élévation du niveau de vie des individus a permis au pouvoir social de prendre l'ascendant sur le pouvoir étatique. Mais à chaque fois, après un laps de temps, l'État s'est installé dans ces nouveaux endroits pour confisquer ce pouvoir social. Si du XVIIe au XIXe siècle, les pays occidentaux ont connu une accélération du pouvoir social, et par conséquent une augmentation de la liberté, de la paix et du bien-être, le XXe siècle a principalement été une ère où le pouvoir étatique a rattrapé son retard, avec pour conséquence un retour à l'esclavage, la guerre, la destruction et la ségrégation. Aujourd'hui, au XXIe siècle, l'espèce humaine affronte encore une fois le règne virulent de l'État, maintenant armé des fruits du pouvoir créatif de l'homme qu'il a confisqué et décidé comme étant les siens. Toute tentative de limiter l'État, comme les constitutions, a échoué. Aucun concept ou institution essayé n'a réussi à garder l'État en contrôle. Peut-être qu'il est temps de changer totalement d'approche si on veut trouver la solution finale, couronnée de succès concernant la question de l'État. Lors de l'écriture de ce livre, une des solutions proposées par Rothbard était le démantèlement de l'Alliance des intellectuels et de l'État par la création de centres d'études et d'éducation d'intellectuels indépendants de l'État. Près de 50 ans après, même si l'Alliance intellectuelle mainstream et de l'État est encore très présente, particulièrement sur les plateaux télé, le développement d'Internet a permis la mise en place d'une contre-culture mettant en avant des nouvelles idées dissidentes, propulsées par des nouveaux médias indépendants tels que les vidéos éducationnelles, podcasts, streams, blogs, etc. Même si la réalité du monde actuel, particulièrement en Europe, a tendance à dépeindre un futur pessimiste, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'homme a autant d'outils pour défendre ses libertés et se défaire de l'emprise tyrannique du gouvernement sur sa vie. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si vous voulez en savoir plus sur les concepts de propriété privée, de liberté individuelle ou d'école autrichienne d'économie, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Si vous avez des questions ou des avis, n'hésitez pas à les donner dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre dès que possible. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, à la prochaine.